Une prétendue trêve entre l'Iran et les États-Unis a été annoncée. Du côté américain, il semble qu'ils se réjouissent de ne plus avoir à faire face à d'autres attaques de l'Iran. Mais le point clé, le point de discorde, reste sans aucun doute le détroit d'Ormuz, où en ce moment même la partie iranienne affirme une chose, la partie américaine tout le contraire, et en fait, c'est précisément ce détroit et son contrôle. Eh bien, la liberté. Au passage, c'est désormais une condition de base pour que les États-Unis puissent accepter cette trêve qui, apparemment, entre effectivement en vigueur dès aujourd'hui. L'Iran a énormément à perdre dans le détroit, notamment ce qu'il a perçu jusqu'à présent et ce qu'il pourrait encore percevoir à l'avenir. La véritable clé de cette guerre reste, je pense, présente et brûlante entre les États-Unis, Israël et l'Iran, une guerre que les États-Unis et Israël ont déclenchée contre l'Iran. Un détroit qui est devenu l'enjeu principal dans un conflit qui, selon ce que nous assurent différentes sources, est sur le point de se terminer. En quoi cela consiste-t-il et qu'est-ce que les États-Unis pourraient perdre et qu'est-ce que l'Iran pourrait perdre? Nous allons l'analyser tout de suite. Le détroit d'Ormuz, sans aucun doute, cet élément de discorde. Depuis les États-Unis, on affirme qu'ils ne peuvent accepter cette trêve que si le détroit est débloqué de manière totale et absolue par l'Iran et que la trêve ne sera en vigueur que sous cette condition. Du côté iranien, à leur tour, ils affirment que les États-Unis ont accepté les 10 points qu'ils imposent depuis le début de ce conflit. Je vous rappelle que ce n'est pas l'Iran qui a déclenché ce conflit, mais bien les États-Unis et Israël, et que par conséquent, le détroit reste pour l'instant sous contrôle iranien. Ces 2 prochaines semaines, ils vont s'adapter à la nouvelle réalité. Et qu'ensuite, ce seront l'Iran et aussi Oman qui percevront la part qu'ils décideront. Et que ces fonds iront à la reconstruction de l'Iran après la guerre. Ils vont percevoir leur part avec quasi-certitude, selon, je le répète, les sources proches de l'Iran et bien donc à la partie iranienne. De manière générale, ils vont faire payer les navires pour traverser le détroit, nous allons voir. Le détroit d'Ormuz, en effet, est maintenant devenu une pièce maîtresse d'une importance absolument cruciale. Et, selon différentes sources, l'Iran a perçu d'importantes sommes pour laisser passer ses navires, certains appartenant à l'Iran lui-même, pour lesquels, j'imagine, ils n'ont pas dû payer beaucoup. Mais appartenant à la Chine, appartenant à d'autres pays qui n'avaient rien à voir ni avec les États-Unis, ni avec Israël. Même la France a été mentionnée comme un pays qui, au départ, a des liens avec les États-Unis et avec Israël, mais qui apparemment a su conclure des accords importants avec la partie iranienne, trahissant complètement à la fois les États-Unis et Israël. Ce qui a déjà coûté cher au gouvernement français. Une énorme querelle avec Donald Trump pour Macron, personnellement, une énorme querelle avec Donald Trump. Regardons ces petits chiffres. Au départ, l'Iran réclamait 2 millions de dollars pour chaque pétrolier, qui passe chaque jour par le détroit d'Ormuz. Si ces chiffres se confirment, et si cela pouvait vraiment être signé du côté américain, ce dont, franchement, permettez-moi d'avoir des réticences et des réserves quant à cet accord. En ce qui concerne cette trêve, qui ne me paraît pas impossible pour le moment, mais que je ne juge pas très probable sur la durée. Qu'elle soit respectée aussi bien par Israël que par les États-Unis. Je dis cela en me basant par exemple sur les derniers détails concernant cette même guerre, qui est censée se terminer maintenant, mais qui a commencé précisément au moment où les États-Unis menaient des négociations avec l'Iran. Et lorsque les parties disaient, y compris la partie américaine, que ces négociations avaient été absolument victorieuses. Et que ces négociations avaient été menées, enfin, qu'elles se déroulaient avec succès et qu'on était pratiquement sur le point de parvenir à un véritable accord. Maintenant, un véritable accord aurait soi-disant été conclu, mais il y a de très importantes forces déployées par les États-Unis près de l'Iran qui pourraient intervenir à tout moment. Ça peut mal tourner,
au moindre incident, au moindre changement. De plus, cette attitude de Donald Trump ne serait pas surprenante, je pense qu'il nous y a absolument habitués. Il est complètement fou, n'est-ce pas, comme on dirait en Espagne. Et il nous a absolument habitués à ces changements d'humeur dans sa tête. Mais surtout, si l'Iran perçoit vraiment ces 2 millions de dollars par pétrolier et par jour, et s'il refuse de les percevoir, parce que, imaginons, les États-Unis obtiennent cet accord avantageux quand le flux normal de pétrolier reprendra, et si cette règle des 2 millions par jour et par pétrolier continue, que se passera-t-il ? Cela signifie que l'Iran pourrait atteindre les 90 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que l'ensemble de ses exportations de pétrole réunies. Le nouveau pétrole serait donc le contrôle de l'espace et des routes commerciales. L'indicateur le plus clair de l'arrivée d'une nouvelle ère, d'une sorte de néo-féodalisme, ce n'est ni l'ozone ni l'Amazonie. Mais bon, bien sûr, cela aussi. Mais le véritable contrôle sur les ressources stratégiques devient désormais le nouveau principe directeur de ce 21e siècle qui nous surprend à chaque pas que nous faisons. L'espace a la priorité sur l'efficacité stagnante du capital, la rente l'emporte donc sur le crédit. C'est là que Varoufakis, le grec, utilise le mot féodalisme. En réalité, eh bien oui, apparemment, on avance justement vers un nouveau modèle similaire. Le système de relations internationales de la Crimée, que, en fait, Donald Trump a suivi et que Donald Trump a suggéré, avec le canal de Panama et le Groenland également en toile de fond. Ces principes n'ont pas encore été clarifiés par les États-Unis. Et le contrôle de Taïwan est-il davantage lié au contrôle de l'État ? Et par là transite la moitié des navires maritimes du monde. C'est-à-dire ce que cela fait, cette perspective et ce possible prélèvement de la part de l'Iran. Je répète, bon, ici, on parle de 2 millions, mais on va laisser ça de côté. En échange de sommes d'argent considérables pour pouvoir traverser un détroit absolument clé dans le commerce mondial. Eh bien sûr, cela met sous les projecteurs les autres détroits et met en évidence les autres objectifs clés qu'il possède. Effectivement, cela pourrait être la Chine, nous voyons le conflit de Taïwan, donc je pense que nous le regardons sous un angle absolument différent. Peut-être que la Chine a cherché à contrôler cela depuis le début. Précisément le détroit, qui est extrêmement important pour le commerce mondial, en fait, il est fondamental pour le commerce mondial, n'est-ce pas ? La guerre ne s'est pas déroulée initialement précisément à cause du détroit d'Ormuz et de son contrôle. Mais à ce sujet, je doute beaucoup que Donald Trump et Israël ne peuvent se considérer comme victorieux à aucun moment. Parce que l'Iran, vu la situation actuelle, ne semble pas prêt à lâcher le contrôle du détroit, à absolument aucun moment et en aucune circonstance. La question à 1 million de dollars, dans ce sens, est de savoir s'il serait possible de vivre ou non, s'ils peuvent vivre ou non. En l'absence du détroit d'Ormuz lui-même, c'est-à-dire dans le contexte de cette crise prolongée dans le détroit, certains médias publient des articles, dans ce cas par exemple dans le Financial Times. Un article très intéressant a été publié par l'envoyé spécial des Émirats arabes unis, Badr Jafar, avec la garantie que le commerce mondial ne dépendra plus de ce goulet d'étranglement que constitue dans le golfe Persique le détroit d'Ormuz. En raison du développement de routes alternatives et aussi du changement de modèle commercial, les exemples, il s'agit des ports d'Arabie Saoudite sur la mer Rouge. L'expansion absolument inévitable des oléoducs, les routes passant par la côte est des Émirats arabes unis, les projets d'Oman, Anduc et Soa. Et soudain, on s'est également souvenu des vieux oléoducs, de ces corridors terrestres, des chemins de fer, des réseaux énergétiques qui étaient en réserve depuis si longtemps. Ça sonne très bien, mais la vraie question devrait être différente. Combien de temps faudra-t-il pour que tous ces moyens, qui semblent maintenant au Moyen-Orient, inspirent suffisamment de confiance pour garantir qu'on peut vivre facilement dans le détroit d'Ormuz? Combien de temps leur faudra-t-il pour s'adapter à ces nouveaux changements et combien de temps cela prendra-t-il avant que tout le système fonctionne à plein rendement? Parce qu'après tout,
Tant que le détroit d'Ormuz interrompt jusqu'à 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole, aucun pont terrestre ne peut compenser cela, encore moins le faire de manière rapide et vraiment efficace. Même dans le meilleur des cas, il ne s'agit pas de semaines, mais de mois, voire carrément d'années. L'infrastructure doit être achevée, l'infrastructure doit être étendue, synchronisée et la sécurité de ces routes doit être garantie. Et ici, un deuxième point se pose, qui est totalement absent de cette image, les itinéraires alternatifs passent également par certains goulots d'étranglement. Tout d'abord, le détroit de Bab el-Mandeb, qui, je vous le rappelle, peut être partiellement bloqué par les Houthis du Yémen. Et moi, par conséquent, personnellement, si j'étais à la place de l'un des pays du Golfe Persique, je ne miserais pas sur cette option. Cela pourrait vraiment leur jouer un très mauvais tour. Pour l'instant donc, ces déclarations semblent plutôt être une tentative de rassurer. En réalité, la région ne fait qu'entrer dans une phase où les goulets d'étranglement ne semblent pas près de diminuer pour le moment. Et cela nous confirme une fois de plus l'importance inégalée du détroit d'Ormuz, pour lequel les États-Unis et l'Iran vont encore devoir se battre et pour lequel ils devront voir qui finira par gagner la partie dans ces nouvelles négociations, dans cette nouvelle saison. Cela vise à minimiser l'importance du détroit d'Ormuz, ce qui profite aux États-Unis en réduisant les exportations de pétrole vers l'Iran. Il va falloir que ce soit beaucoup plus clair, donc tout ce qui concerne ces objectifs aussi stratégiques, il va falloir se battre pour eux. Autour du globe terrestre. Parce que nous avons, je le répète, la question de Taïwan, nous avons aussi le canal de Panama, nous avons le Groenland qui fait aussi partie de l'équation. Cela nous confirme également la question même du contrôle d'Ormuz, où la Fédération de Russie est impliquée, nous avons là aussi la question turque, eh bien maintenant l'OTAN est bienveillante envers la Turquie. Mais peut-être que si cela commence, si cette étape de nouvelle guerre de conquête est inaugurée. Dans une phase de blocage, cela ne va pas diminuer et cela confirme au maximum l'importance. En définitive, nous devrions vraiment prêter attention à ce qui va se passer à partir de maintenant dans le détroit. Du détroit d'Ormuz, par lequel l'Iran pourrait s'enrichir de manière très claire grâce au contrôle pour lequel il doit encore se battre. En réalité, elle entre dans une phase où les goulets d'étranglement sont au cœur des enjeux actuels et cela nous confirme encore plus l'importance. Mais plutôt par le contrôle des points géographiques stratégiques, disons-le ainsi, des points clés. Ormuz, qui pour l'instant est entre les mains des États, qui effectivement en ont le contrôle, mais cela pourrait à un moment donné devenir un enjeu de conflit et il faudrait alors se battre pour le contrôler. Nouvelle vague de violence. Dieu veuille que cela n'arrive pas et que rien de grave ne se produise dans le détroit d'Ormuz. Cela va peu à peu nous donner les clés de l'avenir international concernant ce sujet extrêmement délicat.